Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici? Comment voient-ils l'île évoluer? Quel est leur endroit préféré? Les souvenirs qui les ont marqués? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Jimmy Bardi. Bonjour Jimmy, merci de m'accueillir chez vous au cœur de l'été, donc dans votre maison rue du Phare, qui est préservée de la foule de touristes qui circulent actuellement et même de la canicule, il y fait très bon. Vous faites partie des doyens de l'île. Vous êtes né et avez grandi en région parisienne, si je ne me trompe pas. Vous êtes venu sur l'île pour la première fois à l'âge de 20 ans à peu près, en 45, donc pour y faire votre service militaire à l'IGESA, qui était alors une caserne de la marine de l'armée française, qui est devenue maintenant un centre de vacances. Vous y avez rencontré votre femme, qui était porquerolloise. Comment vous vous êtes retrouvé ici? Comment vous avez été envoyé sur l'île en 1945? Je suis arrivé ici, moi j'étais au Mousse en 40. Alors on est parti après quand les Allemands sont arrivés en 42, on nous a renvoyés à Paris. Enfin moi je suis parisien, je suis retourné à Paris. Et puis quand en 45, je suis revenu ici avec la marine aussi, mais pour on devait être à la Londe pour suivre mon cours de radio. Et je suis arrivé en retard. Ils étaient à la lettre M. Et puis on m'a dit, tu vas aller à Porquerolles. Mais Porquerolles, je croyais que je savais pas que c'était une île. Moi, je suis arrivé Oléron, Belle-Île, mais pas ici dans le Midi. Je suis jamais venu dans le Midi. Et je dis quand je suis arrivé là, j'ai dit c'est magnifique. Et puis j'ai marché pendant 3 jours, à droite, à gauche, j'ai fait tout le tour de là. Et puis j'ai dit, sans connaître personne, j'ai dit c'est là que je veux finir mes jours. Ah, tout de suite. Donc en fait vous êtes arrivé à Porquerolles par hasard et immédiatement vous êtes tombé amoureux. Ah oui. Et je me suis dit ça à la gorge du Loup. Et la gorge du Loup n'a jamais changé depuis. C'est ça qui est formidable. Bon, après j'ai attendu un peu pour acheter ça. Alors avant de parler de votre retour à Porquerolles, je crois que c'est en 1967, il me semble. En fait, vous avez fait votre service militaire, vous avez rencontré votre femme à 20 ans sur l'île. Comment ça s'est passé en fait? Voilà, parce que normalement, j'étais là que pour 6 mois pour suivre mon cours de radio. Mais un officier m'appelle au bout de 6 jours, puis me dit maintenant tu vas signer un contrat de 3 ans pour la marine. Ah, j'ai dit moi non, je viens déjà de faire. Avec les mousses, j'avais déjà fait près de 3 ans. Donc il me dit ça fait rien, tu demandes ta résiliation, puis on va te mettre là. Puis justement, on était 45 seulement, et on est venu à 600 à la marine. Et il me dit, tiens, tu iras à la Combuse. Mais alors, j'y suis resté, mais je suis resté 1 an, comme ça. Et au début, avec ma femme, il y avait 2 filles à marier. Avec ma femme, on était obligé de se cacher parce que c'était mal vu qu'une fille allait avec un marin. Mais au bout de 6 mois, on parlait mariage. Et puis, c'est comme ça que c'est venu. Je suis resté là. Et j'ai épousé ma femme 1 an après, ici, avec la haie de marin. En 1945, vous épousez votre femme donc à Porquerolles? À Porquerolles. Et ensuite, vous allez retourner à Paris. Qu'est-ce qui va se passer? Ah là, je vais alors de travailler beaucoup. Je travaille et puis ma femme aussi. Mais à chaque fois que c'était les vacances, je l'avais retirée d'un cadre comme ça pour vivre à Paris. Ça lui plaisait pas tellement. Ça lui convenait pas. Donc vous reveniez souvent? Elle revenait elle, avec les enfants et même sans les enfants à chaque vacances.
Moi, j'étais obligé de venir une journée ou deux, de repartir. Bon, après, ça s'est bien passé. Et vous exerciez quelle profession quand vous étiez à Paris? Je fais de l'esthétique industrielle. Alors, ce qu'il y a, c'est que je le faisais pour beaucoup de clients et j'étais obligé de travailler, de voyager à Saint-Étienne, à Lyon, à Marseille et tout. Donc, je vivais très peu à Porquerolles, mais j'y faisais toujours un saut. Puis après, quand on a eu les enfants, ben c'est pareil, je roulais toute la nuit avec eux. Je les amenais là pour les vacances, mais je repartais 2 jours après pour travailler. Mais tout ça, ça s'est fait dans la douceur, dans le bien-être. Mais arriver ici, c'était le paradis. Parce qu'en fait, votre femme, elle travaillait ou pas quand vous étiez à Paris? Est-ce que votre femme travaillait également? Non, elle a travaillé un petit peu, mais moins. Les enfants étaient jeunes. Alors après, ça a été. Après, elle a travaillé un petit peu plus, mais elle restait à Porquerolles le plus souvent possible. Le plus souvent possible, elle revenait. Donc, en 1967, vous décidez de venir vous installer définitivement sur l'île en 68. Alors, qu'est-ce qui déclenche votre départ de Paris et votre décision de vous installer définitivement ici? Si vous voulez, alors j'avais acheté un appartement à Paris. J'avais un appartement à Paris, un très bel appartement. Et puis on avait Porquerolles. C'était pour les vacances. Mais 68, toute l'industrie a été bouleversée. J'ai perdu tous mes clients. J'avais des gros clients comme Brandt, Thomson, tout ça. Et je les ai perdus parce qu'ils nous ont dit, fais-nous les dessins parce que ça se vend, mais tu peux plus fabriquer les pièces. On faisait les dessins et on fabriquait les pièces. L'Italie est moins chère, l'Espagne est moins chère. Alors, quand on a vu ça, on a dit, qu'est-ce qu'on vend? Paris, et on garde Porquerolles, ou on vend Porquerolles, et on garde Paris. Et est-ce que vous avez hésité longtemps? Ma femme, elle n'a pas pris part au vote, mais elle était blême. Elle pensait qu'on allait vendre ici, et pour rester à Paris. Et quand on lui a dit avec les enfants, on garde Porquerolles et on vend Paris. C'était le soulagement pour toute la famille. Donc vous arrivez ici, vous avez une quarantaine d'années. Et qu'est-ce que vous décidez de faire? Parce que vous êtes tout jeune encore. Et je continue à travailler. Vous continuez à travailler pour les mêmes maisons, pour plusieurs maisons, mais je travaille d'ici. Que je parte d'ici ou de Paris, c'est pareil. C'était pareil. Comme vous voyagiez beaucoup à l'époque, c'était pareil. C'était pareil pour moi. D'accord. Mais par contre, de revenir ici, c'était le paradis. Et justement, de quoi vous vous souvenez de votre installation ici? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Le plus marqué, si vous voulez, les débuts à Porquerolles, il y avait si vous voulez, le quai, un petit quai, la longueur du bateau, à la Tour Fondue, juste en face. Il n'y avait pas le port derrière. Et c'était le Corail Rouge, le bateau. Mais il avait une cabine, mais il y avait des cordages et ça sentait le targol et tout ça, et on restait surtout dehors. Mais il y avait juste une cabine pour le pilote. Et quand il pleuvait, alors le bateau il arrivait comme ça, face à la terre, mais le vent d'est, il venait, surtout quand il y avait des tempêtes de vent d'est, il venait de ce côté-là. Mais il fallait se mettre à l'abri de la cabine, face à la mer, les embruns. Et les autres se mettaient de l'autre côté. Mais quand le bateau partait, il se tournait, et nous, on était à l'abri pour Porquerolles. Il y avait 3 bateaux par jour, et il y avait que ce bateau-là. Mais, si vous voulez, Porquerolles n'a pas changé. En dehors, nous, on a construit en dessous,
mais au sens la verdure, le bois, les cigales qui chantent un peu moins et tout, mais au sens ça, c'est... La nature est restée intacte. Est-ce que vous avez exercé en fait des fonctions à Porquerolles ensuite? Est-ce que vous avez quitté votre emploi dans l'industrie? Oui, et j'ai fait l'adjoint spécial, mais en plus j'étais élu. J'étais avec le maire d'hier, j'étais élu. Donc j'avais plus de poids pour obtenir des choses pour Porquerolles. Si vous voulez, les HLM, il y avait 5 étages de petits appartements. J'ai fait 5 villas de 3 et 4 pièces parce qu'on travaillait pour qu'il y ait des enfants. À Porquerolles. Donc, c'était important que les familles puissent rester à Porquerolles. Voilà. Alors, si vous voulez, le commandant de la gendarmerie, de la marine, est venu là. Il me dit, bon, on va faire venir des gars, des vieux. Et tout. Je dis, non, vous allez faire venir des jeunes avec des enfants pour meubler. Il fallait une continuité. Je pouvais faire ce que je voulais. Vous étiez assez libre, c'est ça que vous voulez dire? Si vous voulez, la vie a été une continuité. Tout s'est fait dans la douceur. Dans la douceur. Le jour où j'ai acheté la maison, là, le gars, c'était construit en bas, mais la maison n'était pas faite. Et le gars, il me parlait, où est ma belle-sœur, là, de l'autre côté. Mais je me dis, moi, je peux pas vivre chez toi et à venir en famille. Et puis elle, il y a des chambres, mais c'était pas assez grand. Je dis, moi, je t'achète ça. Alors, il me dit non, bon, je lui donne le chèque le soir. J'en fais la vente. Le lendemain, il m'attendait devant l'escale pour me rendre mon chèque. Il y avait quelqu'un qui avait surenchéri sur moi. J'ai dit non. La vente, elle est faite depuis hier. Et je suis resté. Et puis après, bon, mon beau-frère, il avait fait un peu de maçonnerie avec. J'ai dit, écoute, c'est toi qui vas faire la maison, hein. Tu achètes un camion et puis tu fais la maison. Et donc aujourd'hui, dans cette maison, donc vous y vivez et vous avez votre fils et sa famille qui y vit également. Il est en bas là. Il est en bas, c'est ça. Et ça c'est quelque chose qui vous rend heureux? Vous êtes heureux que... Ah, mais oui, mais ça c'est... Moi, d'abord, je l'élève depuis 4 ans. Alors, il en a 40 et 44, donc c'est mon fils. Et... Oui, mais... Il a toujours habité là? Lui, il a toujours habité là, avec sa femme, après sa fille aussi. Il a une petite fille de 14 ans. Si vous voulez, ça peut pas être autrement que la beauté, la finesse, la joie de vivre ici. Je vous comprends beaucoup, Jimmy. Moi, c'est une rencontre un peu plus récente, mais je crois que quand on tombe amoureux de Porquerolles, voilà, si vous voulez, c'est ça. C'est Porquerolles. Et tout Porquerolles n'a pas changé. Alors, ce qui ont changé, si vous voulez, à 200 mètres, là, c'est le bateau, les gens qui amènent. C'est 2 mois de l'année. Vous avez vu l'évolution touristique? Ah, mais je l'ai vu, mais je l'ai pas senti ici. Ici, au mois de juillet, si vous avez 20 personnes dans la journée qui passent, parce qu'ils se sont trompés, ils pensent aller au phare, parce que c'est la rue du phare, mais au sens là. Non, pour ainsi dire, c'est vraiment un endroit, personne ne passe ici, et vous êtes totalement tranquille. Donc, vous ne voyez pas toute la foule qui grouille dans le centre-ville de Porquerolles. Vous pouvez profiter encore de cette... Seulement, Porquerolles, il y a 2 mois de l'année, 2 mois sur 12. C'est rien. Mais l'hiver, on est tranquille. Alors justement, je voudrais un petit peu évoquer avec vous votre lien avec l'île. Quelle est la saison que vous préférez sur l'île et pourquoi? Tout le temps. Tout le temps. Toute la saison est belle. Si vous voulez, c'est beau quand il pleut pas. Mais moi, s'il pleut, mais je reste là. Je reste là sous la pluie. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Ils disent qu'il fait chaud.
C'est pas chaud, il fait. Il faut beaucoup plus frais qu'ailleurs en ce moment. Et oui, parce que c'est l'air de la mer qui a refroidi. Donc voilà, vous n'avez pas une saison que vous aimez particulièrement, toutes les saisons. Toutes les saisons. Non, il y a les fleurs qui poussent, il y a les fleurs durent assez longtemps ici, du moment qu'on les arrose un peu, mais on les arrose, je les arrose qu'avec de l'eau que je récupère du rinçage ma vaisselle, je la garde dans la fin. Et là, ce matin, elle a rempli une douzaine de bouteilles qui vont nous servir pour Vous adoptez des gestes totalement éco-citoyens qui peuvent faire exemple pour beaucoup sur l'île. Les anciens. Oui, c'est vrai. C'est ce que faisaient les anciens, c'est qu'ils faisaient attention. Actuellement, on compte plus l'argent. Alors, c'est pas grave, mais avant, ils comptaient ce qu'ils allaient dépenser s'ils gaspillaient. C'est ça la nuance. Et pendant que ça coûte rien de mettre de côté, j'ai deux plonges. Eh bien, quand je rince mes assiettes, je les rince sur la plonge, puis je garde l'eau. Et puis, quand elle arrive, ou moi, je remplis les bouteilles, puis on arrose le soir ici. C'est un geste à soumettre. Je ne sais pas si vous connaissez la petite gazette de Porquerolles. Il y a une rubrique qui s'intitule « Le petit colibri » et qui récapitule tous les gestes voilà, pour l'environnement que chacun peut avoir à son niveau. Et je trouve que voilà, vous êtes en quelque sorte un précurseur. Oui, c'est ce que tout le monde devrait faire. Qui dépense le même argent avec autre chose, mais pas faire le gaspillage chez soi. Alors pour revenir sur le lien que vous entretenez avec l'île, quel est votre endroit préféré sur l'île? Alors vous allez sûrement me dire j'aime tous les endroits, mais est-ce qu'il y a vraiment un endroit qui vous touche particulièrement? La gorge du loup. Oui, la gorge du loup. C'est celle qui vous a ému au premier... C'est celle qui m'a ému tout de suite. Je vous laisse là, je veux finir mes jours. Et quand je me fais incinérer, je veux qu'on jette la moitié de mes cendres à la gorge du loup. Parce que c'est là que j'ai décidé, c'est là, et je pensais même pas me marier ni rien avoir. Je dis c'est un endroit comme ça où je veux finir mes jours. Ça vous a immédiatement charmé cet endroit. Et du coup, ça vous reste profondément ancré. C'est très beau. L'hiver, c'est bon. Et actuellement, il pleut plus. Mais au sens là, les champignons, les trucs. La nature est belle tout le temps. Alors ici particulièrement, qu'est-ce que vous voulez que ça change? Vous allez voir ça, je vois ce visage, la teinte des arbres, c'est tout pareil. Alors justement, pour vous, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu nostalgiques de Porquerolles avant, mais je sens que vous êtes quelqu'un vous savez apprécier ce qui a pu rester de Porquerolles. Qu'est-ce que c'est pour vous la Porquerolles authentique? La Porquerolles authentique, si vous voulez, c'est le Porquerolles 10 mois de l'année. Donc en dehors des mois d'été. Il y a moins de vélos, il y a moins de... effectivement, je connais un gars, il avait un restaurant, il a fermé son restaurant pour acheter des vélos. Voilà. Alors, la question de manger aussi, avant il y avait moins de restaurants, mais ceux qui marchaient mieux. Et seulement maintenant, puis c'est plus les parents, c'est plus les enfants, ils ont vendu, ça s'est transformé. Donc pour vous, voilà, la Porquerolles authentique, c'est celle des 10 autres mois. On a ouvert un restaurant. Ah, vous m'en avez pas parlé. Alors c'était où? Dans ce lieu ici? Qui s'appelait comment alors? L'Orée du Bois. L'Orée du Bois. Et alors les gens venaient jusqu'ici? Ils venaient ici et ils revenaient. Ah, magnifique. On prenait pas plus, on prenait juste, et on renvoyait pas les clients, ils étaient là. Et on faisait des bouillabaisse, des choses que j'ai appris moi avec les pêcheurs. Quand ils amenaient le poisson, j'ai appris à faire la bouillabaisse avec les pêcheurs. Et on faisait comme ça. Vous teniez ce restaurant avec votre femme? Oui. Oui.
Alors elle était serveuse à l'Arche de Noé, qui était un restaurant de qualité aussi. Alors, vous me parliez justement du restaurant que vous avez tenu ici avec votre femme. Vous l'avez tenu pendant combien d'années? 20 ans. 20 ans. Et passer comme ça d'un métier, donc plutôt, vous étiez dans l'industrie, à un métier de restauration, ça a été facile. Oui, si vous voulez, moi j'invitais mes clients chez moi au lieu de les inviter au restaurant. D'accord. C'était vraiment familial. On leur faisait une bouillabaisse, on leur faisait un poisson gris. Et j'ai tout appris sur le tas, mais faisant toujours la même chose, c'est rien du tout. Et puis c'est rien de faire la cuisine bien quand on a le goût et qu'on pense pas à l'argent, qu'on pense pas si vous pensez au centime près, ce que vous devez ramener en plus, c'est pas possible. Mais on avait toujours le bon de là, et mes enfants n'ont pas voulu prendre la suite. Et ben on a arrêté. Il y en a certainement qui ont dû regretter que vous arrêtiez de... Non, mais c'est sans regret, ils n'ont pas voulu. Bon, pourtant un truc qui marchait, du tonnerre de Dieu. J'aurais aimé connaître votre restaurant. Est-ce que vous pourriez me raconter un souvenir ou une anecdote marquante de votre vie à Porquerolles? Quelque chose qui vous vient spontanément comme ça à l'esprit, qui a marqué votre vie à Porquerolles? Bon, il y a une chose qui fâche, qui est dure. C'est quand j'ai été adjoint, et il y a un jeune qui a eu un accident de plongée, et quand on l'a retrouvé comme ça, les bras en croix. Et on a fait venir ses parents, sa mère. Bon, voilà. C'est une épreuve douloureuse. Par contre, des joies, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Je ne peux pas vous dire laquelle. Si, le jour où il y a un ministre qui est venu, parce qu'ils avaient acheté l'île de Porquerolles. Oui, en 1971. Alors, j'ai dit, bon, c'est protégé. Ça, pour moi, ça a été formidable, parce que j'ai dit, bon, ça pourra pas être dispersé. Sans ça, c'était vendu par l'eau et tout. Vous vous êtes réjoui du rachat de l'île par l'État en 1971. Pour vous, c'était important? Alors, ce qu'il y a, c'est que je voudrais que le parc aille un peu plus loin. Mais les gens, ils sont réticents un peu. Mais le parc existe. Donc, sitôt qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait vendre, c'est plus possible. Et puis, quelqu'un qui est sur place, qui veut faire une blague en vendant pour faire un hôtel, c'est plus possible non plus. Pour vous, c'est une bonne chose également que le parc soit présent et qu'il puisse préserver également l'île. Sur la vie insulaire, vous qui avez connu la vie à Paris, qui est quand même absolument pas la même que la vie ici, qu'est-ce qui fait pour vous la particularité de la vie insulaire? Vivre sur une île, pour vous, qu'est-ce que ça a de particulier? Ah, c'est le paradis. C'est le paradis. Parce que, prenez Paris. Si vous voulez, on serait actuellement dans une maison, on entendrait le bruit des voitures, et c'est tout. On entend les cigales, on voit les fleurs, on est là. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Oui, c'est vrai que si le paradis existe, on espère qu'il ressemble à ça. Absolument. Est-ce que vous voyez, je sens que voilà, vous avez un profond amour pour Porquerolles, est-ce que vous voyez quand même des inconvénients à la vie insulaire? Est-ce que... Aucun. Non. Si vous voulez, je sais qu'il faut du tourisme. Bon, parce qu'il faut que l'argent y rentre. Bon. Donc les gars, ils en veulent un peu plus. Mais tant qu'il restera je veux dire 80% comme c'est actuellement, il n'y a pas de problème. Que les 20% de changement de gens, ils en veulent plus, tout ça,
même les restaurants, la qualité, c'est ça qui est bête, parce que ça laisse une mauvaise impression. Mais qu'est-ce qu'ils, les gens, ils sont pas fous. Ils viennent avec leur sandwich, et puis ils vont s'en apercevoir dans quelques temps. On ne fait pas des blagues comme ça dans un lieu pareil, sans qu'il n'y ait pas de contre-coup. Est-ce que vous pensez, enfin si j'essaie de suivre un peu votre fil de pensée, est-ce que vous pensez que, on parle beaucoup de la surfréquentation de l'île l'été, est-ce que vous pensez que naturellement, si l'île reste préservée, si elle garde son côté authentique, en fait, il y aura une sélection touristique, c'est-à-dire que seuls viendront les gens qui voudront toucher quelque chose d'un peu authentique et les autres iront dans les grands complexes hôteliers ailleurs? Ou est-ce que c'est une vision un peu naïve et... Ah oui. Vous pensez que progressivement c'est ce qui va se passer? Ici, ils peuvent pas le faire. Non. Ils peuvent pas le faire. Donc automatiquement, ça coupe déjà les gens en deux. Oui. Ou alors les gens viennent passer vraiment la journée et louer un vélo et partir. Justement, en parlant des touristes, un touriste qui ne pourrait passer qu'une journée sur l'île, mais qui aurait vraiment envie de prendre le meilleur de Porquerolles, en tout cas d'y passer une belle journée et pas d'aller sur toutes les plages, y poser sa serviette touche-touche avec les autres, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? C'est de marcher. C'est de marcher, de regarder et de regarder avec des yeux d'enfant. C'est émerveillé, peut-être même de ne croiser personne sur certains chemins. Voilà. Et puis de dire, bah tiens, je louerais bien un jour quelque chose, une journée. Parce que dans le fond, il n'y a pas besoin d'acheter, parce que vous achetez pour venir 3 mois de l'année. Mais vous louez, et ça vous coûte moins cher. Puis vous pouvez changer d'endroit. Non, mais je pense que quand vous avez connu ça, justement, on va aller bien loin pour chercher la même chose. Sur les évolutions de l'île, comment vous avez vu l'île évoluer? Alors en dehors de la nature dont vous me dites que vous la trouvez intacte, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez vues évoluer et quel regard vous portez sur ces changements? Si vous voulez, c'est d'entendre parler les gens en disant on pense qu'à l'argent, c'est ça. La dimension économique qui est devenue très présente. Oui. Et qu'est-ce qui vous semble avoir, au contraire, évolué positivement sur l'île? Elle n'avait pas besoin d'évoluer tranquillement. Elle est comme elle est. Elle est comme elle est. Si on regarde l'île comme elle est, ben je la regarde comme ça, mais j'ai regardé comme ça il y a 20 ans, il y a 30 ans. Si vous voulez, en dehors, je vous dis, les cigales qui font moins de bruit, et ça c'est comme au moment où ils ont perdu les abeilles, ils ont passé un produit avec la viande, bon, ou sans ça c'était assourdissant, hein, quand c'est presque plus supportable. Parce que là, on les entend bien quand même. Hein. Eh oui, mais non, mais si vous voulez, Porquerolles n'a pas changé. Là, nous, la maison qui s'est construite, et la maison en bas, il y a une ou deux villas, mais on les voit pas. Et puis maintenant, c'est fini. Et on peut plus construire. Peut plus construire. Alors, le gars qui vient avec beaucoup d'argent, ou il achète un ensemble comme le gars qui vient d'acheter Carmignac, lui il achète une maison, il fait quelque chose, il fait un truc en profondeur, et là il y a pas de problème. Vous y êtes allé à la Fondation Carmignac? Je vais y aller. Vous allez y aller? Ah oui. Pour vous, parce qu'en fait ce sont des travaux qui ont duré longtemps, qui ont fait pas mal de bruit dans l'île. Comment vous voyez l'installation de la Fondation Carmignac? Oui, mais c'est un gars qui est bien. Il a de l'argent, il l'a placé, mais il le place bien. Parce que, au lieu de faire ces fondations et ces trucs qui ont coûté la peau des fesses, il pouvait très bien. Il me fait penser au Louvre à Paris.
Ils ont choisi un Louvre, mais ils l'ont fait en dessous. En respectant totalement l'environnement extérieur et le cadre dans lequel il s'inscrit. Ah non, là c'est impeccable. Donc vous pensez que c'est une bonne chose, cette fondation sur l'île, ça apporte une dimension supplémentaire? Oui. Ah non, alors ça si vous voulez, il y en aurait 2, 3 comme ça. C'est pas grave parce que ça va faire venir une autre clientèle de gens qui viendront voir Carmien et puis qui resteront une journée ou 2 jours. Ça risque ça fait le pendant avec les vélos. Quels sont pour vous les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir? Ah. Écoutez, moi je crois que les gens qui viennent ici, la plus grande partie, sont assez raisonnables. Et parce que je prie moi pour le feu, et on n'en parle pas. Vous avez vécu des incendies ici? Non. Enfin, des petits, mais démarrer très vite, très tôt, ça s'arrête. Il n'y avait pas ces chaleurs aussi longtemps. On débroussaille aussi, hein, tout débroussaillé. Je sais pas, faudrait que ça soit un imbécile qui le fasse exprès. Ou sans ça, c'est dit partout, pas fumer, pas jeter. Il n'y a pas de voiture qui passe avec la cigarette qu'on jette machinalement. C'est vrai que de ce point de vue-là, les gens sont plus raisonnables, ils ont compris. Alors il y a eu des drames mais comme vous dites, oui, à moins d'un incendie criminel, il y a quand même une prise de conscience de cet enjeu important sur l'île. Est-ce que la question environnementale vous touche aussi sur l'île? Est-ce que vous pensez que le parc peut faire face aux défis écologiques d'aujourd'hui? Le tri des déchets, la préservation de la qualité de l'eau, c'est des choses qui vous touchent? Oui, mais seulement c'est difficile. Parce que bon, les gens, plus ça va, plus ils mettent de produits sur eux, et vous pourrez pas l'arrêter, ça. On nous a tellement sensibilisés à protéger notre peau, alors maintenant on est en train de nous dire acheter des produits qui ne dégradent pas la mer. Si les produits sortent et sont au même prix ou moins cher, ça ira. Mais s'ils sont plus chers... On entend souvent des débats sur la définition du porquerolais. Pour vous, voilà, quelle est votre définition du porquerolais? Moi je dirais il est amoureux. Il est amoureux de Porquerolles. Le Porquerolais, c'est celui qui est amoureux de Porquerolles, c'est ça? Oui, alors il y a ceux qui y habitent, ceux par force qui... Mais je crois que les gens, ils sont quand même amoureux de l'île. Ils veulent bien partir, mais ils ont qu'à partir. Mais ou sans ça, ils aiment bien Porquerolles. Pour terminer, on a bientôt fini. En évoquant Porquerolles, on parle souvent d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'or. Un peu à la façon d'un portrait chinois, quel serait selon vous l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles? S'il y avait quelque chose pour symboliser le plus fortement l'île, qu'est-ce que ce serait? Là, vous, c'est le paysage de votre terrasse, là, pour vous, c'est Porquerolles. La gorge du Loup, c'est trop précis, ça vous fait trop précis, c'est joli, la gorge du Loup, le chemin, on voit le langoustier, les falaises, tout ça, mais vous pourrez pas montrer tout ça. Tandis que là, juste pas ce toit-là, mais le toit là, et puis ça, voilà, Porquerolles, c'est ça. Les pins et la plaine et... C'est ça. Ouais, moi qui vais beaucoup courir un peu au-dessus de l'île, il y a beaucoup de paysages semblables et je suis d'accord. C'est ça aussi l'île de Porquerolles. Alors où le phare, le phare. Alors les phares c'est trop précis parce que vous êtes obligé de faire un gros zoom sur le phare et automatiquement ça vous dilue le terrain. Non, c'est la nature sous toutes ses formes.
Et toutes les teintes de vert, là, vous voyez, regardez ça. Le vert clair, vert foncé, vert... Tout ça, c'est... Merci beaucoup Jimmy pour ce temps très agréable avec vous. Je remercie la famille de Jimmy de m'avoir permis de diffuser ce vibrant témoignage enregistré en juillet dernier, quelques mois avant que Jimmy ne nous quitte dans sa 95e année. Un puissant hommage à Lille et à travers elle, un hommage à Jimmy. Et merci à vous d'avoir écouté Fragile. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, les liens vers les ressources dont nous avons parlé, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Vous pouvez vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est la meilleure manière de le soutenir et moi, ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. Dans le prochain épisode, c'est avec Peggy, garde-monitrice au Parc national de Porquerolles, que nous sillonnerons l'île. Accrochez-vous bien, nous observerons les puffins et les cétacés et partirons à la chasse aux sangliers. Alors pour tous les amoureux de l'île et de nature, rendez-vous dans le prochain épisode de Fragile. À très bientôt!